Bonjour et bienvenue à tous. C'est vraiment toujours un plaisir, au moins pour moi, de vous retrouver dans la chaleur du Collège de France, surtout que nous commençons toujours en plein hiver dans les frimas, et donc ça fait plaisir de se retrouver dans cette chaleur humaine et aussi dans le plaisir de partager donc nos idées et nos découvertes. Je commencerai par rappeler que nous nous sommes lancés dans une investigation au long cours qui est partie d'un questionnement sur certaines caractérisations censées être constitutives de l'identité culturelle chinoise. Notre travail d'investigation a consisté à retracer le processus historique qui a donné lieu à de telles caractérisations et à observer l'usage qui en est fait dans le contexte contemporain. C'est ainsi que nous sommes partis, comme certains d'entre vous peut-être vous le rappelez, nous sommes partis du phénomène observable en Chine aujourd'hui, d'un retour de Confucius, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle le plus communément, et c'est aussi ainsi que nous avons essayé de replacer ce phénomène dans une série de ce que j'ai appelé les successives phases de mondialisation de Confucius, dont la première remonte, pour dire les choses sommairement, à la médiation jésuite au XVIIe, XVIIIe siècle, et la deuxième à la médiation américaine de l'après-guerre au milieu du XXe siècle. En poussant encore plus loin le questionnement sur cet éternel retour de Confucius, nous nous sommes même demandé si Confucius ne serait pas, dès le départ, une invention. En d'autres termes, l'image de Confucius ne serait-elle pas une construction dès son placement en quelque sorte sur un piédestal au début de l'ère impériale, c'est-à-dire sous la dynastie des Han, qui, je vous le rappelle, a duré 4 siècles entre le IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère. Donc une construction qui aurait été appelée par les besoins d'un nouvel ordre sociopolitique, celui d'un espace unifié et centralisé à visée impériale. Alors l'année dernière, nous nous sommes demandé si mondialisation signifie nécessairement universalisation. Et nous sommes partis de la question de savoir si la figure de Confucius, maître Krong comme on l'appelle en chinois, et de manière concomitante le texte des entretiens qui lui sont attribués, en chinois le Yu, donc si cette figure de Confucius et si ces entretiens, qui ont donc fait l'objet de plusieurs phases de mondialisation, est-ce qu'ils possèdent réellement un potentiel d'universalisation? En quoi peuvent-ils prétendre à l'universalité? Et ça, c'est la question qui a sous-tendu l'intitulé du cours de l'année dernière, à savoir « Le confucianisme est-il un humanisme ?» Alors, avant d'aller plus loin et d'aborder la question de cette année, c'est-à-dire le rapport entre humanisme et ritualisme, il me paraît utile de rappeler
quel est le cadre et quel est l'enjeu de notre propos? Alors le cadre, c'est cette tentative qui est la nôtre de retracer dans une démarche qu'on pourrait qualifier de généalogique l'origine de certaines idées préconçues et solidement enracinées dans nos esprits. Et quant à l'enjeu, c'est de jeter un éclairage critique sur ce que la Chine d'aujourd'hui nous donne à voir. Alors, la question de l'année dernière, le confucianisme est-il un humanisme, était un clin d'œil assez évident à la question de Sartre dans sa fameuse conférence du 29 octobre 1945, « L'existentialisme est-il un humanisme ?» Conférence qui a trouvé un écho non moins fameux dans la fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger, datée, elle, de 1946. Alors, le fait que deux des philosophes les plus importants du XXe siècle européen se soient fendus d'une réflexion sur l'humanisme, précisément dans les années 1945-46, nous a amené à dater la qualification d'humanisme de l'immédiat après-guerre. Ce moment très particulier où l'Europe se relevait à peine de l'expérience traumatique d'une perte d'humanité après des années de guerre totale à l'échelle mondiale, après les entreprises d'extermination nazies, sans oublier les purges staliniennes dont les intellectuels d'Europe occidentale n'ont pris conscience que plus tard. Il est question ici, en fait, de s'interroger justement sur cette caractérisation d'humanisme appliqué au confucianisme, qui nous paraît actuellement comme une sorte d'évidence. Mais il était important, je pense, de constater que cette caractérisation est en fait relativement récente, puisque, à mon sens, elle ne date que de la période de l'après-guerre. Et de fait, si l'on reprend l'historique des traductions modernes des entretiens de Confucius en langue européenne, on constate que la qualification d'humanisme appliquée à l'enseignement de Confucius n'apparaît donc qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à des traductions des entretiens en anglais que l'on a commencé à sortir de ce qu'on pourrait appeler les traductions des missionnaires, dont les premières ont été faites en latin par des jésuites dès le XVIIe siècle. Je vous rappelle que la plus fameuse était donc le Confucius Sinarum Philosophus, paru en 1687, que vous avez en haut de votre diapositive. Je ne sais pas si l'éclairage assez fort vous permet de voir assez clairement. Est-ce que... Oui, voilà, merci. Donc, ces traductions de missionnaires ont été suivies au XIXe siècle de traductions en langue vernaculaire européenne, principalement français, anglais, allemand, mais elles ont continué à être le fait de missionnaires catholiques ou protestants présents en Chine et le plus souvent assistés dans leur travail de traduction par des lettrés chinois qui étaient formés jusqu'à l'abolition
des examens mandarinaux en 1905, qui était formé à l'exégèse canonique dans la droite ligne de l'orthodoxie et des méthodes philologiques de l'érudition chinoise traditionnelle. Donc on peut dire que, au moins jusqu'au début du XXe siècle, les traductions, même en langue européenne vernaculaire, étaient donc des traductions qui venaient directement à la fois de la tradition exégétique chinoise et, disons, de la tradition savante véhiculée donc par les missionnaires européens. Donc la première traduction des entretiens qui a rompu de manière significative avec ces traductions de missionnaires est probablement celle en anglais d'Arthur Waley, parue à Londres en 1938 et intitulée The Analects of Confucius. Donc la plupart en fait des traductions des entretiens en anglais portent le titre de Analects, donc, plutôt que le choix français de traduire par entretien. Alors dans son introduction, Arthur Waley, qui est un des grands sinologues britanniques du XXe siècle, explique que sa visée est de faire des entretiens un texte à valeur actuelle. Mais à aucun moment il n'est question d'humanisme à propos de Confucius. Et c'est à partir des années 1950, à savoir ce que j'ai appelé le deuxième moment de la mondialisation de Confucius, que la diffusion donc de la connaissance sur Confucius et sur les entretiens, qui étaient jusque-là réservés aux élites lettrées, qui avaient accès à la langue de communication des clercs qui était le latin. Cette diffusion connaît maintenant un élargissement du fait qu'elle est portée par l'anglais moderne, à partir justement de cette traduction de Arthur Waley. Et elle projette de Confucius une image qu'on pourrait dire beaucoup plus démocratisée. Au fond, on part d'un Confucius philosophe, sage suprême, statufié et laissant tomber du haut de son piédestal des apophthegmes sentencieux et moralisateurs. Donc, on passe à un Confucius qui s'exprime dans une langue du quotidien, un peu à la façon d'un monsieur tout-le-monde. D'autre part, cette deuxième mondialisation prend une dimension bien plus large que la première, qui se réduisait à l'échelle de l'Europe, parce qu'elle s'étend véritablement à l'échelle de la planète grâce à l'anglais, qui est devenu, comme vous le savez tous, la nouvelle langue internationale. Alors, comme nous l'avons vu, il y a d'abord eu une phase proprement anglaise, on pourrait dire britannique, à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, cette mondialisation anglophone s'est trouvée portée surtout par la suprématie de la superpuissance américaine à l'issue du deuxième conflit mondial. Domination américaine qui s'est traduite en termes intellectuels par une emprise grandissante des relectures américaines de Confucius et de ses entretiens à partir donc du milieu du siècle dernier. Alors cette nouvelle forme de mondialisation de Confucius a commencé donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le monde de l'après-guerre qui venait d'être secoué par ces conflits et qui se trouvait du coup déboussolé dans ses valeurs et jeté finalement à la recherche d'un nouvel humanisme.
Et du même coup, l'enseignement de Confucius apparaissait comme un humanisme nouveau, au sens où il était d'origine non occidentale. Alors, la première de ces relectures américaines d'après-guerre a été celle de Hurley Glessner Creel, qu'on connaît plutôt sous le nom, enfin sous ses initiales, H.G. Creel, dans son ouvrage Confucius, the Man and the Myth, donc Confucius, l'homme et le mythe, un ouvrage paru à New York en 1949 et republié en 1960 sous le titre Confucius and the Chinese Way, Confucius et la voie chinoise. Ce retitrage de l'ouvrage de Creel est en quelque sorte assez anticipatoire puisque actuellement le discours officiel chinois est précisément à la recherche d'une voie proprement chinoise qui serait placée justement sous les auspices de Confucius. Alors, ce livre de Creel, délibérément grand public, publié aux États-Unis dans le monde de l'après-guerre, manifeste la volonté de faire de Confucius le héros annonciateur d'un humanisme pacifiste. Et quant aux idéaux politiques attribués à Confucius, il rappelle furieusement ceux d'une démocratie bienveillante tout à fait à l'américaine. Confucius est explicitement désigné d'ailleurs comme l'une des sources d'inspiration de la démocratie européenne des Lumières et de la démocratie américaine. Creel cite explicitement Jefferson à cet égard, et l'avant-dernier chapitre du livre est entièrement consacré à Confucianism and Western Democracy, donc confucianisme et démocratie occidentale. Donc, vous voyez que ici, cet ouvrage de l'immédiate après-guerre situe Confucius véritablement à la source de l'inspiration des Lumières et donc de l'idéal démocratique du monde libre tel que les États-Unis le représentaient à l'époque. Alors, même si le mot humanisme n'apparaît pas comme tel dans le livre de Creel, il constitue de toute évidence, ce livre constitue de toute évidence une lecture des entretiens de Confucius qui met en avant un humanisme dont la référence principale est, comme je viens de le dire, à l'esprit des Lumières européennes et qui est bel et bien représentatif du renouveau humaniste d'après-guerre. En réalité, le mot humanisme appliqué explicitement au confucianisme n'apparaît qu'un peu plus tardivement, c'est-à-dire dans les années 1960. Alors pourquoi cet aspect tardif? C'est qu'il y a une certaine réticence dans les élites européennes et occidentales à appliquer cette notion d'humanisme si constitutive de l'histoire et de l'identité européenne à une culture non européenne. Et pourtant, dès les années 1920, comme nous l'avons vu l'an dernier, le grand indianiste français Sylvain Lévy, qui, je le rappelle, a été professeur au Collège de France entre 1894 et sa mort en 1935, donc Sylvain Lévy soulève la question de l'humanisme à propos d'une culture non européenne, c'est-à-dire à propos de l'Inde en l'occurrence, dans un livre intitulé L'Inde et le monde, paru à Paris en 1928. Alors, le dernier chapitre de ce livre est le texte en anglais d'une allocution prononcée par Sylvain Lévy en 1922 à l'université de Dhaka,
qui n'était pas encore donc, au Bangladesh à l'époque, et qui est intitulé Eastern Humanism, c'est-à-dire humanisme oriental. Et donc, dans cette allocution, Sylvain Lévy montre qu'il a bien conscience qu'il associe deux termes qui n'ont pas l'habitude justement d'être associés, à savoir le terme d'humanisme et le qualificatif, l'adjectif d'oriental, puisque Sylvain Lévy est bien conscient du fait que l'humanisme est profondément associé donc au génie occidental. Et à ce propos, Sylvain Lévy soulève une question qui va rester en place pendant très longtemps et finir par s'appliquer également à la Chine. Il demande: est-ce que l'Inde a quelque chose à montrer qui puisse être comparable à l'humanisme occidental? Et donc, toute sa conférence s'emploie donc à apporter une réponse positive à cette question, c'est-à-dire que l'Inde a effectivement quelque chose à montrer, et ce quelque chose, Sylvain Lévy le voit dans l'humanisme bouddhique. Et là, je le cite, je rappelle cette citation que j'ai donnée l'année dernière, mais qui me paraît importante. Il existe une civilisation bouddhique comme il existe une civilisation chrétienne et musulmane, et cette civilisation bouddhique couvre en étendue et en importance un domaine qui l'égale aux deux autres, c'est-à-dire aux civilisations chrétiennes et musulmanes. Je voudrais tracer ici un programme d'étude de la civilisation bouddhique pour en montrer la richesse et la complexité infinie et pour montrer aussi comment cette étude peut servir de foyer à un nouvel humanisme, l'humanisme asiatique, qui viendrait heureusement compléter et parfaire notre humanisme européen. Alors cette question, soulevée par Sylvain Lévy à propos de l'Inde, maintenant nous pouvons nous demander si elle peut s'appliquer à la Chine. Alors ce transfert entre Inde et Chine nous renvoie à notre propos d'il y a quelques années. Nous avions constaté que ces deux civilisations étaient d'abord associées dans le même imaginaire de l'autre oriental, dans l'esprit des élites européennes jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle que l'Inde a commencé à être dissociée de la Chine, notamment dans l'imaginaire romantique allemand qui, dans sa quête des origines, tendait à voir dans la civilisation indienne les origines premières des langues et des formes de pensée européennes, avec cette fameuse notion du sanskrit comme langue indo-européenne. Du coup, la Chine s'en est trouvée repoussée dans un exotisme, une altérité encore plus radicale dont nous avons encore du mal à nous dégager aujourd'hui. Au fond, ce qui s'est passé donc au cours du XIXe siècle européen, c'est que l'Inde a été ramenée vers l'Europe en quelque sorte, pendant que la Chine était repoussée donc vers un Orient extrême. Alors toujours est-il que la question posée par Sylvain Lévy à propos de l'Inde et à laquelle il trouve une réponse dans l'humanisme bouddhique se retrouve de fait appliquée au confucianisme dans les travaux de deux universitaires sino-américains dans la seconde moitié du siècle dernier, c'est-à-dire donc à partir des années 1950 et même plutôt 1960.
Alors, il s'agit d'abord de Chan Wing-sit, en chinois Chen Longjie, né en Chine en 1901 et ayant accompli la plus grande partie de sa carrière universitaire aux États-Unis jusqu'à sa mort en 1994. Alors, l'ouvrage qui nous intéresse dans sa vaste production donc, en anglais s'intitule Source Book in Chinese Philosophy, qui est une sorte de, disons, histoire de la philosophie chinoise par les textes, est paru en 1963. Et le mot humanism, donc humanisme, apparaît comme un mot-clé dans l'ouvrage, dans son entier, dès la toute première phrase du premier chapitre qui s'intitule The Growth of Humanism, donc la croissance ou le développement de l'humanisme. Et la première phrase est sans ambiguïté. Chan Wing-sit nous dit donc s'il existait un seul mot pour caractériser l'histoire entière de la philosophie chinoise, ce mot serait celui d'humanisme. Non pas, je continue donc la citation, non pas l'humanisme qui nie ou qui néglige une puissance suprême, mais un humanisme qui professe ou qui proclame l'unité de l'homme et du ciel. Dans ce sens, l'humanisme a dominé la pensée chinoise dès l'aube de son histoire. Et le chapitre 2 de cet ouvrage s'intitule tout simplement L'humanisme de Confucius. Et pour Chan Wing-sit, donc, Confucius a été véritablement donc, le premier explicitateur en fait, de cet humanisme à la chinoise. Alors, la première phrase du source book de Chan Wing-sit, que j'ai cité tout à l'heure, donc si on pouvait caractériser d'un seul mot l'histoire de la philosophie chinoise dans son entier, ce serait le mot humanisme. Cette phrase se trouve reprise par un autre universitaire sino-américain, Tu Weiming, qui est né en 1940. Et alors, Tu Weiming peut être actuellement considéré comme le chantre d'un nouvel humanisme confucéen qu'il décline sur tous les tons et face aux interlocuteurs les plus divers. Alors, dans un esprit un petit peu facétieux, en fait, il m'est arrivé de parler de lui un petit peu comme d'un Billy Graham confucéen, vous savez, d'un télévangéliste confucéen. Alors, dès l'ouvrage daté de 1992 qu'il a dirigé et qui s'intitule The Confucian World Observed, A Contemporary Discussion of Confucian Humanism in East Asia. Donc, l'observation du monde confucéen, une discussion contemporaine de l'humanisme confucéen en Asie orientale. Donc, dès cet ouvrage, Tu Weiming s'est imposé comme un véritable prophète du confucianisme de la troisième ère, comme il l'appelle. Donc là, nous sommes dans un discours qui a des relents assez forts de New Age. Donc, ce confucianisme de la troisième ère que Tu Weiming représente dans tous les dialogues interreligieux où il est engagé et où il représente le confucianisme face à des théologiens catholiques ou protestants, des rabbins, des imams, des moines bouddhistes, etc. Et c'est encore et toujours le cas dans l'ouvrage qu'il a co-dirigé récemment avec Ikeda Daisaku,
qui s'intitule donc New Horizons in Eastern Humanism, sous-titre Buddhism, Confucianism and the Quest for Global Peace. Nouveaux horizons dans l'humanisme oriental, sous-titre Bouddhisme, Confucianisme et la quête d'une paix globale, un ouvrage paru à New York en 2011. Vous retrouvez dans ce titre, très curieusement, justement, les termes qui ont été utilisés dès les années 1920 par Sylvain Lévy, donc à propos de l'Inde, en parlant d'humanisme oriental, qui se trouve identifié du côté indien dans la civilisation bouddhique et du côté chinois dans la civilisation confucéenne. Mais on est en droit de se demander en quoi précisément est-on justifié à parler d'humanisme à propos de l'enseignement attribué à Confucius. Et si humanisme implique universalité, en quoi l'humanisme confucéen peut-il donc prétendre à l'universalité au sens où on l'entend des religions de type universaliste comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme. Alors, comme à propos du bouddhisme dont parlait Sylvain Lévy, se profile inévitablement la sempiternelle et lancinante question que l'on m'a posée encore tout récemment, de savoir si le confucianisme est arrangé dans la catégorie philosophie ou dans la catégorie religion. Alors, c'est une question qui remonte à ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius, je le rappelais tout à l'heure, opérée grâce à la médiation des jésuites à partir du XVIIe siècle. Alors, il y a quelque temps, nous avions retracé les tribulations de Confucius et de son enseignement, déplacés comme des pions sur l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne des XVIIIe, XIXe siècles. Confucius est ainsi passé tour à tour du philosophe rationaliste des Lumières, défendu par notre Voltaire national, par exemple. Donc là, c'est donc l'image projetée en Europe de Confucius au XVIIe, XVIIIe. Et dès la première moitié du XVIIIe siècle, qui amorce ce que j'ai appelé une sorte de revirement à partir de la sinomania vers une sinophobia, donc à partir, disons, de cette première moitié du XVIIIe siècle, Confucius passe tout d'un coup au rôle de chef religieux. Et c'est une image qu'il va conserver tout au long du XIXe siècle européen, une fois que l'identité intellectuelle européenne se sera constituée autour de ses origines grecques et de la philosophie entendue comme activité professionnelle menée dans le cadre nouveau des universités modernes. Alors, cette origine grecque et cette catégorie de philosophie, la Chine s'en est trouvée doublement exclue, ce qui a produit un double effet. D'une part, l'invention d'une nouvelle discipline académique, la sinologie, avec la création en 1814 au Collège de France, donc ici même, de la toute première chaire consacrée aux études chinoises en Europe. Je rappelle que le bicentenaire de cette création a été célébré en grande pompe sous la forme d'un colloque international tenu ici même au Collège de France et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en juin dernier. Alors, l'autre effet
aura été la relégation du confucianisme dans la catégorie religion. C'est-à-dire qu'on extrait donc le confucianisme de la catégorie philosophie où il était pourtant bien installé au XVIIIe siècle et on le déplace vers la catégorie religion. Et l'an dernier, je citais l'article ou l'entrée intitulée Philosophie grecque, rédigée par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, qui a été professeur au Collège de France entre 1838 et 1852, titulaire d'une chaire de philosophie grecque et latine. Donc, dans cette entrée philosophie grecque parue dans le Dictionnaire des sciences philosophiques, qui date de 1844 à 1852, donc Jules Barthélemy Saint-Hilaire dit les choses assez clairement. Je cite, « Ce qui distingue particulièrement la philosophie grecque de toutes les autres, c'est qu'elle n'invoque aucune autorité antérieure ou surnaturelle. En revanche, si en Chine on n'invoque pas positivement l'autorité de la révélation, on veut du moins rester fidèle aux coutumes et aux croyances des ancêtres. Le philosophe le plus renommé de ce pays, celui dont la doctrine est encore suivie aujourd'hui par la partie la plus éclairée de cet immense empire, donc Confucius, n'a voulu être que le restaurateur et l'interprète de la tradition. Et quand on songe aux honneurs singuliers qui entourent sa mémoire, on est plutôt tenté de voir en lui le fondateur d'une religion que le chef d'une école philosophique. » Donc, si j'insiste tellement sur ce déplacement, donc, sur ce que j'ai appelé l'échiquier intellectuel de l'Europe moderne, c'est que nous sommes, pour une large part, héritiers de ces catégories et héritiers donc de ce placement de la Chine et du confucianisme en particulier, donc dans cette géographie intellectuelle. Donc, du Confucius rationaliste des Lumières françaises et européennes, on passe au confucianisme traité comme religion aux yeux des spécialistes de religion comparée, nouvelle discipline qui se développe avant tout dans les milieux universitaires anglais vers la fin du XIXe siècle. Alors, le confucianisme, en tant que isme, est apparu en effet comme une invention anglaise et s'est trouvé intégré comme système religieux au même titre que le christianisme dans le champ d'étude d'une nouvelle discipline universitaire appelée la science des religions ou religion comparée, qui prend naissance dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans ce contexte donc anglophone. Alors, ça me paraît tout à fait symptomatique de constater que cette nouvelle discipline s'appelle science des religions. Tout à l'heure, je citais l'article de ce professeur de philosophie grecque dans un dictionnaire des sciences philosophiques. Donc là, nous sommes véritablement dans cette, cette quête de scientificité de l'Europe du XIXe siècle et qui se trouve maintenant appliquée au champ des religions. Et le titre alternatif de cette nouvelle discipline, c'est religion comparée. Et Dieu sait que notre monde universitaire, académique d'aujourd'hui est encore placé donc véritablement sous le signe du comparatisme. Un siècle plus tard, nous sommes encore
nous baignons encore justement dans ce bain comparatiste. Alors, tout au long des XVIIIe, XIXe siècles, nous avons observé ces déplacements successifs du contenu doctrinal associé à Confucius, non seulement dans la géographie intellectuelle européenne, comme je viens de le rappeler, mais aussi dans sa représentation géopolitique. Parce que nous observons que le déplacement se fait entre différentes catégories, telles que philosophie et religion, donc le confucianisme se trouve ballotté en fait d'une catégorie à l'autre, mais aussi entre les grandes puissances européennes que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Les deux premières étant en outre les plus grandes puissances coloniales du moment, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Donc on constate au fond que ces déplacements conceptuels correspondent également à une espèce de guéguerre en fait entre les grandes puissances européennes et notamment entre les deux grandes puissances coloniales. Il faut d'abord rappeler que le nom même de Confucius est une latinisation, c'est-à-dire une européanisation de l'appellation chinoise Kongfuzi par les jésuites. Kongfuzi a donné donc Confucius en latin. D'autre part, le mot confucianisme, c'est intéressant de noter qu'il ne correspond à rien dans la terminologie chinoise. En chinois, jusqu'à une date relativement récente, on ne parle pas de Kongzi Zhuyi ou de Kongfuzi Zhuyi, qui correspondrait donc à confucianisme. Donc, au fond, comme l'ont remarqué un certain nombre de commentateurs, la stratégie d'accommodation des jésuites en Chine a représenté un profond paradoxe que nous avions souligné également. C'est en voulant convertir les Chinois à la foi catholique de la contre-réforme que les jésuites ont été amenés à dénier tout caractère religieux au culte pratiqué par les lettrés confucéens, culte que les jésuites considéraient comme purement civil. Il s'agit en particulier des cultes officiels rendus à Confucius et du culte aux ancêtres qui ont été au centre de la fameuse querelle des rites qui a fait rage autour des années 1700 et qui s'est soldée, comme vous le savez, par, dans les années 1720-1730 par l'expulsion de nombre de missionnaires catholiques de l'Empire mandchou, laissant la place à une nouvelle vague de missionnaires, cette fois en majorité protestants et anglophones, à partir du début du XIXe siècle. Et c'est intéressant de noter que cette nouvelle vague de missionnaires, qui donc, une fois que les missionnaires catholiques ont été chassés donc de l'Empire de Chine et qu'ils ont été remplacés par ces missionnaires protestants et anglophones, il est intéressant de noter que cette seconde vague a donné lieu à une nouvelle querelle des rites et des termes, dans laquelle justement apparaît ce terme de confucianisme. Donc, je rappelais tout à l'heure que le nom latinisé de Confucius est une invention des jésuites du XVIIe, XVIIIe siècle, mais le qualificatif confucéen ou confucianiste apparaît d'abord en anglais, Confucian, dans les années 1840, et le terme anglais Confucianism, c'est-à-dire donc le isme, le confucianisme, apparaît pour la première fois dans les dictionnaires dans les années 1860. Mais on peut dire que c'est James Legge
que vous avez sur la diapositive ici, missionnaire écossais congrégationaliste, qui, après avoir passé 34 ans en Chine en tant que missionnaire et être devenu le premier professeur de chinois à l'université d'Oxford en 1876, donc c'est James Legge qui utilise le terme Confucianism pour la première fois pour faire référence à une religion. C'est dans un exposé daté de 1877 qui a été lu à Shanghai devant le congrès missionnaire des protestants anglais et américains. Donc c'est en 1877 que James Legge emploie ce terme de confucianisme qui est clairement désigné comme une religion au même titre que le christianisme. Sa conférence d'ailleurs s'intitule Confucianism in relation to Christianity, c'est-à-dire donc le confucianisme en rapport avec la chrétienté. Alors dans cet exposé, James Legge affirme sa conviction selon laquelle le Shangdi, c'est-à-dire littéralement le souverain suprême ou le souverain d'en haut, qui est mentionné dans les sources chinoises anciennes et que James Legge traduit par God, Dieu, est bien le même et unique Dieu que celui des chrétiens. Alors, cette prise de position suscite un tollé général qui vire pratiquement à l'émeute au congrès de 1877, notamment auprès des missionnaires américains qui, comme vous le savez, sont assez, zélés. Alors, on a ici justement une sorte de résurgence de la querelle des rites des années 1700 dans cette nouvelle querelle des termes qui tourne en particulier autour de la question de savoir s'il existe en Chine ancienne un équivalent du Dieu unique des chrétiens. Alors cette question s'était déjà trouvée abordée dans l'ouvrage rédigé en chinois par le fameux jésuite italien Matteo Ricci, donc ce catéchisme chinois intitulé Tianzhu Shiyi, qui, je le signale, a été retraduit récemment en français sous le titre Le sens réel de Seigneur du ciel par Thierry Ménard, qui est jésuite lui-même, dans notre collection bleue qui me tient tellement à cœur, la Bibliothèque chinoise des belles lettres, qui vous donne donc en version bilingue des textes rédigés en chinois classique, donc selon le principe des budets. Vous aviez auparavant les budets grecs et les budets latins, et maintenant vous avez les budets chinois, selon le même principe, avec le texte original en chinois d'un côté et en vis-à-vis la traduction annotée en français. Donc, vous avez donc ce texte de Ricci maintenant disponible donc dans cette version bilingue. Alors, après avoir frappé ce grand coup en 1877, James Legge persiste et signe quelques années plus tard, en 1880, dans une autre série de conférences qui sera publiée sous le titre The Religions of China, Confucianism and Taoism, Described and Compared with Christianity, donc les religions de la Chine, confucianisme et taoïsme, décrits et comparés avec la chrétienté ou avec le christianisme. Alors, dans ces conférences, James Legge dit explicitement donc qu'il utilise le terme confucianisme pour recouvrir d'abord la religion ancienne de la Chine et ensuite donc les idées du grand philosophe lui-même, à savoir de Confucius, et donc
de son héritage qu'il compare sans hésitation avec donc ce qui est consigné dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, donc, avant de continuer, je crois qu'il va falloir que nous nous arrêtions ici pour aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez maintenant dans quel contexte se situera donc notre réflexion et notre investigation de cette année, à savoir donc la mise en rapport donc de cette caractérisation d'humanisme qui date donc de l'après-guerre et cette caractérisation de ritualisme qui s'applique au confucianisme et qui est en train de réémerger aujourd'hui en Chine. La Chine, en quête de sa voix chinoise, de sa spécificité chinoise, la trouve dans justement cette culture des rites. Et il s'agit pour nous de savoir dans quelle mesure cette caractérisation est justifiée ou non. Donc merci d'être venu aujourd'hui et j'espère à la semaine prochaine. Merci.